Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce Nouvel Esprit Public que j'introduirai en vous rappelant que vos contributions sont indispensables à la poursuite de notre activité, qu'elles sont défiscalisées et que, au cours des 5 prochaines semaines, vous pouvez encore verser une contribution qui pourra être défiscalisée de vos revenus de 2024. Sinon, nous allons donc tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, avec Jean-Louis Bourlange, essayiste et ancien président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, et avec Lionel Zinsou, président de la Fondation Terra Nova et ancien Premier ministre. Nous sommes partenaires de ancien Premier ministre du Bénin, pardon, parce que le Premier ministre, ça n'est pas universel, contrairement à d'autres activités. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Au secours, le chômage revient ». Il est ainsi chapeauté. On recense aujourd'hui quelques 200 plans sociaux en préparation à travers la France, un recul de l'emploi qui intervient alors même que ces dernières années, la lutte contre le chômage a été régulièrement brandie pour justifier la précarisation et l'émiettement du travail. Faut-il persévérer dans cette voie en gageant que le reflux sera passager ou changer de cap en misant par exemple sur la réindustrialisation ? Notre prochain enregistrement public aura lieu le 15 décembre. Les inscriptions sont ouvertes sur notre site. Dans notre série « Si c'est pour la culture, on a déjà donné », nous mettrons mercredi en ligne le premier épisode d'une série d'émissions consacrée à Notre-Dame de Paris avec l'ancienne directrice du patrimoine Marie-Vonne de Saint-Pulgent. Il s'agira d'abord de l'incendie, de ses conséquences, des controverses et des luttes d'influence autour de la restauration de la cathédrale, thème qui nous occupera 2 mercredis de suite. Puis, après la parenthèse des vacances, nous parcourrons l'histoire, depuis le conflit entre l'évêque de Paris et l'abbé de Saint-Germain-des-Prés, en passant par la manière dont la cathédrale s'est constituée en foyer de pouvoir de Philippe le Bel à Louis XIV, jusqu'à devenir indissociable de l'histoire politique, militaire, religieuse et littéraire de la France. Toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique ou compendium auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Passons maintenant au premier des 2 sujets que nous avons retenus pour cette conversation. Le Parti socialiste peut-il s'affranchir ? Le prochain congrès du PS devrait avoir lieu au printemps 2025. Élu depuis 2018, Olivier Faure remettra son mandat de premier secrétaire en jeu. Sa gouvernance est contestée par ceux qui lui reprochent de coller aux pas et aux humeurs de Jean-Luc Mélenchon et d'avoir réduit le PS à une annexe de la France insoumise, au lieu de profiter de la force acquise lors des européennes et même des législatives pour être en mesure de faire émerger un candidat socialiste présidentiable. Les partisans du député de Seine-et-Marne, Olivier Faure, plaide pour la survie à tout prix de l'union de la gauche, tout en menant à l'Assemblée une bataille larvée contre LFI pour obtenir le leadership de la gauche. Combat rendu possible par le retour en force des socialistes à l'Assemblée, les troupes du patron des socialistes, place du Palais Bourbon, Boris Vallaud, comptent 66 parlementaires, tandis que les mélenchonistes en comptent 71. Cette crise entre le PS et LFI a éclaté au grand jour avec la proposition de pacte de non-censure, évoquée dimanche dernier sur France Inter par Boris Vallaud, qui a proposé à tous les présidents de groupe du Sénat et de l'Assemblée, de l'arc républicain, de poser la question des conditions d'une non-censure. Il a en outre dit vouloir reprendre le fil de ce que les groupes du Nouveau Front Populaire à l'Assemblée et au Sénat avaient commencé à faire à la mi-août, en disant « Nous sommes prêts à des compromis texte par texte, nous sommes prêts à discuter des priorités de politique budgétaire ». Le PS cherche des alliés, mais ce sera sans LFI, a commenté Jean-Luc Mélenchon, accusant les socialistes de tendre la main au-delà de la gauche. La mésentente affichée entre LFI et le PS est également apparue à propos d'une proposition de loi déposée le 19 novembre par le député insoumis du Nord, Hugo Bernalicis, qui vise à abroger le délit d'apologie du terrorisme du Code pénal, délit créé par une loi de 2014 et qui consiste
à présenter ou commenter favorablement soit le terrorisme en général, soit des actes terroristes déjà commis. Bernard Cazeneuve avait défendu ce texte comme nécessaire face à la stratégie médiatique des groupes djihadistes et au fait qu'Internet offre aux thèses les plus extrêmes une caisse de résonance démultipliée. L'objectif consiste, selon la présidente du groupe LFI, Mathilde Panot, à cantonner à nouveau l'apologie du terrorisme au droit de la presse afin de garantir la liberté d'expression. La proposition a suscité une vague de critiques. À gauche, le premier secrétaire du Parti socialiste a jugé qu'il suffisait d'affiner la définition du délit pour en éviter les dérives, et plus clairement, le patron de députés socialiste, Boris Vallaud, a affirmé ne pas soutenir la proposition de LFI. Sur cette question, Lionel Zinsou. Oui, alors est-ce que, Philippe, le mot « s'affranchir » donc renvoie à dialectique de l'esclavage et des affranchis. Spartacus. Voilà, Spartacus. Donc, est-ce que Olivier Faure, Boris et François en gladiateurs qui essayent d'acheter leur liberté, est-ce que c'est la bonne métaphore ? Est-ce que c'est pas plutôt une métaphore de reconstruire le parti, construire la maison, retrouver aussi le terrain ? Parce que une chose qui est quand même frappante dans ce qui est en train de se créer comme distance, certains diraient un gouffre entre les filles et le Parti socialiste. Il ne faut pas oublier quand même que sur le terrain, ce qu'on a vu dans les élections récentes, c'est LFI et pas le PS. En fait, en termes de campagne, de capacité de campagne, il y avait des choses plus impressionnantes que le Parti socialiste, on va dire. C'est-à-dire qu'à l'évidence, les députés et demain les maires, puisque la prochaine élection importante, s'il n'y a pas de dissolution entre les deux, c'est les municipales, ont besoin de l'activité citoyenne sur le terrain, en campagne de LFI, et ont besoin d'un accord avec le Parti socialiste d'une façon ou d'une autre, à minima, s'ils veulent être réélus. Donc, c'est pas tout à fait, c'est une construction compliquée. C'est pas tout à fait juste un affranchissement. Et puis, le temps, la temporalité est importante. Le Parti socialiste doit changer. Il n'y a pas de doute en ce qui concerne sa relation vis-à-vis de LFI. Olivier Faure n'a pas tout à fait tort de dire qu'il est passé de 31 députés dans la législature précédente, à 66. C'est quand même une progression significative, supérieure à celle, au pourcentage, du Rassemblement national. Donc, il y a quand même quelques mérites à ce qui a été fait sur le terrain en matière électorale, et c'est quand même à son bénéfice. En revanche, moi, ce qui me frappe, c'est qu'ils ont besoin d'un peu de temps pour changer, puisqu'on leur demande de prendre des risques et qu'on leur demande de retrouver l'action et même peut-être de retrouver le peuple. Parce qu'il y a eu un moment où il y a eu un doute sur exactement les cibles et l'ancrage politique du Parti socialiste. Et manifestement, il a été coupé en matière de programme, de proximité avec les Français, coupé du peuple. Donc ça fait quand même un peu de travail qui va demander un peu de temps. Et François Hollande, on le sent bien, comme si, ce qui n'est pas sûr, il avait une ambition d'être candidat en 2027. En tout cas, on a bien besoin de 3 ans pour parvenir à faire tout ce travail de reconstruction. Alors, moi, ce qui me frappe, c'est le côté quand même extrêmement intéressant de ces conflits de personnes. Si c'était du théâtre, ce serait quand même un théâtre assez captivant, si vous voulez. Moi, je trouve que Olivier Faure, dans son rôle de Hamlet, au sens de Mallarmé, si vous voulez, le seigneur latent, qui ne peut devenir... Rappelez-vous qu'il a été candidat à être Premier ministre pendant l'été.
parce qu'on ne pense plus qu'à Madame Lucie Cassette, qui va jouer un rôle extraordinaire dans l'histoire de France d'avatar de Premier ministre. Mais Monsieur Olivier Faure a été candidat en disant, je vous rappelle que beaucoup de mes prédécesseurs ont assumé cette fonction quand on était premier secrétaire. C'était probablement la première marche pour devenir Premier ministre au président de la République. Bon, donc, mais en même temps, on voit très bien qu'il a probablement perdu les élections. Bon, un concept, même en Afrique, en fait, c'est plus possible, mais enfin, ça a été encore possible une fois au Parti socialiste, c'est-à-dire, vous avez un vainqueur, il s'appelle Nicolas Mayer-Rassignol, alors, on le fait premier secrétaire délégué. Mais ça veut dire qu'il n'est pas premier secrétaire, en fait. D'ailleurs, tout le monde a oublié ça, parce que comme il a gagné, il faut quand même lui donner une espèce de récompense morale. Mais comme c'est pas pratique qu'il ait gagné, parce que Olivier Faure a décidé qu'il restait peut-être quelque part quelques fausses cartes au Parti socialiste, c'est possible. Il y en a de moins en moins, hein, parce que beaucoup des fédérations du Sud, notamment, ont été remises au pas. Et donc, il y a cette chose extraordinaire qu'il est premier secrétaire d'un parti qu'il n'a pas, au fond, emporté par les voix, en faisant de son adversaire son délégué comme premier secrétaire, et en fait en le privant de toute efficacité politique réelle, en fait, malgré l'immense talent de Nicolas Mayer-Rassignol. Et évidemment, il y a maintenant probablement pour le congrès qui vient, il y a, et qui va être l'occasion de s'affranchir, il y a clairement une majorité qui va se dégager contre Olivier Faure. Mais il y a d'autres personnages. François Hollande est évidemment dans sa rivalité potentielle avec Bernard Cazeneuve, son Premier ministre, aussi un personnage de théâtre tout à fait extraordinaire. Il y a des gens qui ont fait dans l'histoire le rebond qu'il se propose de faire. Valéry Giscard d'Estaing n'y était pas parvenu. Il n'est pas du tout exclu que François Hollande, qui est maintenant organisé avec une équipe pour son retour à l'Élysée, en passant par l'élection la plus tard possible, évidemment, pour pouvoir être prêt. François Hollande était vraiment un personnage extraordinaire. Et Monsieur Cazeneuve, quand même, je ne sais pas si les Français, je ne sais pas pourquoi les politiciens français se cachent de leur humour et de leur qualité en public, parce que Bernard est absolument extraordinaire quand il décide d'imiter tout homme politique, et comme François Hollande a caché son humour tout le temps de son quinquennat, qui est assez exceptionnel pour dire la vérité. C'est un imitateur formidable. Mais les relations entre les deux sont complexes. D'ailleurs, personne ne rappelle que, en fait, oui, il a été son ministre de l'Europe, son ministre des Comptes publics, son ministre de l'Intérieur, son Premier ministre. Donc il y a un long parcours avec François Hollande, mais Bernard Cazeneuve, c'est un Fabusien. Et la guerre entre... Normand. Oui, Normand. La géographie est importante. Oui, enfin, je suis d'accord. C'est une question d'ailleurs, est-ce qu'il est fabusien parce qu'il est normand? Oui, c'est ça. Ou est-ce qu'il est vraiment fabusien? Parce que, ne faut pas oublier que Bernard Cazeneuve, à l'origine, c'est un Ratsoc de Bordeaux, du sud-ouest. Et il y a d'ailleurs une vidéo qui circule beaucoup sur Internet où on voit Bernard Cazeneuve, radical socialiste, avec une quantité de cheveux dont on ne soupçonne pas qu'il ait jamais pu la porter sur une seule. Mais Philippe, c'est aujourd'hui une élite relativement petite par le nombre, même si elle est grande par tous les hauts faits. Et pour connaître assez bien les Fabusiens, je suis prêt à porter témoignage et signer qu'il est Fabusien. Et tout le monde l'a oublié, mais à un moment donné, il y a eu une rivalité peut-être entre François Hollande et Laurent Fabius. Donc fondamentalement, ils sont amis, certes, mais même si ça a quand même été un peu éprouvé, je crois, par le fait du non-soutien. C'est bien quand on commence les concepts par non-quelque chose. Donc Boris Vallaud va rester dans l'histoire pour le concept de non-censure, très actif et très important, et salvateur manifestement dans la situation politique. Mais vous avez le non-soutien à la candidature comme Premier ministre de Bernard Cazeneuve par François Hollande, si vous voulez. Et donc, moi, je trouve que c'est une pièce de théâtre extraordinaire, mais il y a quand même
une ou deux choses qui sont peut-être un tout petit peu tristes. C'est qu'il y a des principes de réalité. Je crois que les sondages montrent que les Français trouvent que la classe politique est en dessous de tout, pour simplifier, en termes d'incapacité de faire des compromis, et de regarder les choses en face. C'est-à-dire qu'on va peut-être devoir trouver un nouveau Premier ministre au prix d'une crise financière, d'une crise sociale, d'une crise économique. C'est évident, on est au bord du gouffre, En tout cas, on se promène sur une falaise et on continue quand même à avoir... heureusement que Boris Vallaud suggère qu'on pourrait faire quelque chose qui ressemblerait à une coalition minimum avec beaucoup de lignes rouges, mais quand même... il reste qu'il y a un principe de réalité. La France ne peut absolument pas se permettre la situation dans laquelle elle est. Et le Parti socialiste a besoin de temps pour changer à ce point. Mais enfin, ça devrait prendre pas plus que quelques semaines. Ça va être quand même un effort. Nicolas Bavrez. La situation du PS est effectivement assez révélatrice de la désintégration de ce qu'ont été les partis de gouvernement et de leur mise sous tutelle en réalité par les extrémistes qui aujourd'hui mènent le jeu, que ce soit à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. La situation effectivement du moment, c'est que notre pays, pour l'instant, n'a pas de budget, potentiellement n'a plus de gouvernement, et que on a ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire une crise financière. C'est plus un risque, c'est une réalité. La France aujourd'hui emprunte plus cher que le Portugal, l'Espagne et la Grèce. Les attaques sur la dette ont commencé. L'écart de taux se creuse vertigineusement avec l'Allemagne. Et on est au bord d'une panique financière. L'économie, depuis la dissolution, est totalement à l'arrêt. Plus personne n'investit. Les plans sociaux s'enchaînent. Et en face, on a cette désintégration de la politique. Et le paradoxe, c'est que finalement, le PS, potentiellement, a la clé, la solution de cette crise. Pourquoi ? Parce qu'il peut faire deux choses. La première chose, ça serait de ne pas voter la censure de Michel Barnier. Et à ce moment-là, c'est une des premières possibilités. Et la deuxième chose, c'est de présenter une alternative ou un socle commun différent de celui qui existe aujourd'hui pour faire en sorte que finalement on se retrouve avec un gouvernement avec pour le coup une majorité ou une quasi-majorité rejetant pour le coup les deux extrêmes dans l'opposition, mais les deux extrêmes à eux seuls ne pourraient pas renverser un gouvernement. Or, face à l'accélération de la crise et de l'autre côté ce rôle déterminant, c'est plus la politique du nini, comme l'avait fait François Mitterrand, c'est la politique du non-non. En réalité, le PS est de plus en plus en délicatesse avec LFI, et on le comprend. Est-ce que LFI est antisémite ? C'est pas certain. En revanche, les propos qui sont tenus par une partie de ses dirigeants et nombre de ses députés, eux, relèvent clairement de l'antisémitisme, et il n'y a pas un jour depuis le 7 octobre où ça ne s'aggrave pas. On a également donc une stratégie qui est une stratégie clairement du chaos, une provocation, une mise sous pression systématique du PS avec le débat, la volonté de revenir sur le délit d'apologie du terrorisme, ou encore, je le rappelle, dans la proposition de loi sur les retraites, le fait non seulement d'annuler la dernière réforme qui reportait l'âge de la retraite à 64 ans, mais aussi la réforme Touraine qui exigeait 43 années de cotisation pour avoir une retraite pleine. Donc, ce sont autant de flèches qui sont vraiment destinées au PS et notamment à François Hollande. Et donc, mais tout ceci n'amène pas la rupture. Et de l'autre côté, c'est ce qu'on a vu. Il y a un candidat crédible
pour diriger le gouvernement, qui est Bernard Cazeneuve. Et le PS, c'est tout sauf Bernard Cazeneuve, avec, pour le coup, une union assez étrange et perverse entre Olivier Faure, l'homme de LFI au sein du PS, et puis François Hollande, l'ancien président, que Bernard Cazeneuve est le seul à ne pas avoir trahi quand Emmanuel Macron est devenu président de la République. Donc, on a cette espèce de chaos complet. Et derrière, ce qui est dommage, c'est que ça veut dire que la social-démocratie en France, pour l'instant, est complètement ruinée. Le PS est un peu comme le Labour britannique, mais le PS ne reste dans son moment Corbyn et n'arrive pas à le surmonter. Et c'est dommage parce que quand on dit que la social-démocratie est morte, c'est faux. La social-démocratie gouverne en majorité les pays d'Europe du Nord, elle les gouverne très bien. Elle est au pouvoir en Espagne. Elle a été au pouvoir en Allemagne. On va voir ce qui va devenir avec les élections allemandes. Et surtout, elle est au pouvoir maintenant de nouveau au Royaume-Uni pour sortir du moment démagogique du Brexit. Chez nous, de fait, pour l'instant, on ne voit pas du tout ça. Il y a une crise de leadership, donc avec non seulement l'emprise de Jean-Luc Mélenchon, mais l'opposition entre François Hollande et Bernard Cazeneuve. Il n'y a aucune ligne politique, c'est indiscernable. Il n'y a plus de base sociologique et politique. Et là aussi, il y a un clivage énorme avec la stratégie Mélenchon, qui est de cibler en priorité les minorités, et notamment la minorité musulmane, et qui coupe du coup la gauche d'une partie des classes populaires et des classes moyennes. Il n'y a pas de vraie capacité électorale. Et il est tout à fait vrai que c'est frappant de voir que, alors même qu'on sait qu'on va vers de nouvelles élections législatives et peut-être une élection présidentielle anticipée, les seuls qui sont au travail sur le plan idéologique, politique et de l'organisation, c'est le RN et LFI, et tous les autres sont absents, et y compris le PS. Donc, voilà ce qui est étrange. C'est un parti qui potentiellement pourrait jouer un rôle majeur dans une sortie de cette crise française qui est en train de s'accélérer spectaculairement, et un parti qui reste dans un déni complet de toute forme de réalité. Réalité économique, réalité politique et réalité internationale avec l'Ukraine, avec la crise allemande et surtout avec l'élection de Trump qui va quand même mettre l'Europe et la France sous une pression très forte. Jean-Louis Bourlanges. Oui, un petit mot pour faire écho à ce qu'a dit Lionel tout à l'heure sur la façon dont Monsieur Faure, Olivier Faure, tire à lui la couverture en disant « j'ai fait progresser considérablement la représentation parlementaire socialiste ». Je crois qu'il faut quand même se méfier de pas confondre la simultanéité et la causalité. Moi, je sais que j'ai été élu député européen en juin 89. En décembre 89, l'ensemble de l'Europe de l'Est était libérée. Je n'ai pas fait une annonce à mes électeurs pour dire à quel point mon mandat avait été efficace. Et je pense que si on devait effectivement nommer premier secrétaire quelqu'un qui a fait progresser le groupe socialiste à ce point, j'ai un candidat tout désigné, c'est le président Emmanuel Macron. Parce que je crois que la dissolution a plus sûrement contribué que les allers-retours de M. Faure à ce succès. Bon, ça, c'était pour plaisanter. Alors, sur le fond, je crois que ce que nous vivons, j'avais expliqué l'autre jour, quand nous étions à l'école alsacienne, à quel point le problème, en me fondant sur les articles de Gérard Grimbert dans Commentaire, à quel point le problème identitaire du Parti socialiste était consubstantiel à sa création par rapport au Parti communiste, c'est-à-dire depuis le congrès de Tours, et en disant qu'il y avait un véritable problème d'identité, qu'on voyait très bien que Grimbert
Colbert étudiait très bien à travers les différentes prises d'opposition de cet homme absolument remarquable et en même temps totalement déchiré, qu'était Léon Blum. Et là, je crois que nous vivons ce type de problème avec une intensité considérable, et ce que vous avez dit l'un et l'autre sur les difficultés du PS doit être, je crois, corrélé à l'incapacité fondamentale des socialistes aujourd'hui, et je crois que c'est très grave pour le pays, c'est très grave pour l'ensemble du pays, l'incapacité fondamentale des socialistes à poser le problème de leur projet, leur situation dans un ensemble géopolitique, dans un ensemble civilisationnel, dans un ensemble économique et dans un ensemble stratégique précis. La caractéristique fondamentale, elle est d'abord géopolitique. Nous avons eu des élections en Roumanie, elles ne sont pas terminées, mais ça annonce un basculement de ce grand pays vers des horizons poutiniens. La Géorgie vient de rompre sa demande d'adhésion à l'Union européenne. Orban est ce que nous savons. Nous avons un raidissement de l'Europe du Nord. Et nous sommes donc, c'est ça le choix fondamental pour la France, il y a Trump de l'autre côté, savoir si effectivement nous adhérons, nous restons fidèles à notre modèle, qui est un modèle d'économie sociale de marché, avec un fort État-providence, un modèle de démocratie représentative libérale pluraliste, un modèle de solidarité européenne, et dans la mesure où les États-Unis s'y prêtent, de solidarité occidentale. Ou si nous basculons. Et basculer, la variable pour l'Union européenne, c'est pas la Roumanie, c'est la France. Je veux dire que si d'ici 2 ans, 3 ans, les partis poutinistes, qui, je vous le dis, je vous rappelle, ont plus de 50% des voix aujourd'hui, prennent le pouvoir, c'est une déflagration totale et une rupture de tous les équilibres qui ont été les nôtres depuis pratiquement la libération. Je crois que c'est ça ce grand enjeu. Et LFI a une position très nette sur ce plan-là. Il est résolument du côté du Sud global, d'un côté, dans la mesure où le Sud global est agressif à notre égard. Il est du côté de Poutine, il l'a montré à plusieurs raisons. Il est du côté de la cancel culture, et pas simplement de l'émancipation et de l'égalité, de l'antiracisme et de l'égalité des femmes et des hommes, etc. Non, c'est une autre philosophie qu'il développe. Il est sur le plan économique dans une rupture totale avec les principes que j'ai évoqués de capitalisme libéral, et sur le plan de son modèle politique, il est en rupture profonde avec la tradition républicaine. Ce qui est nouveau, parce que M. Mélenchon, qui est un leader de grande qualité sur le plan tactique et de l'éloquence, n'était pas du tout sur cette ligne il y a encore 20 ans. Donc il y a là quelque chose. Et face à cela, les socialistes doivent se poser le problème de savoir de qui ils sont proches. Et ce que montre Grimbert, c'est qu'il n'arrive pas à poser ce problème. Et ce que montrent les sondages, c'est qu'il n'arrive pas à poser ce problème parce que les sympathisants disent « Nous sommes contre Mélenchon, nous n'aimons pas l'homme, nous sommes contre les méthodes de Mélenchon, nous sommes contre les principes de Mélenchon, nous sommes contre son programme, mais nous sommes pour l'union de la gauche ». Alors là, on est dans une situation de schizophrénie qui est extrêmement grave, et tous les entrechats. Alors là-dessus, on a donc une indétermination stratégique profonde des socialistes qui ne savent vraiment pas où ils habitent, qui ne savent pas quels sont leurs alliés privilégiés. Aujourd'hui, moi je pense que le grand problème pour la gauche, pour le centre et pour la droite modérée, c'est de faire échec. Parce que je ne crois pas que M. Mélenchon ait des chances d'être élu président de la République. Il peut avoir des voix, ça c'est indiscutable. Il ne faut jamais dire que c'est impossible. Mais la vraisemblance, c'est Madame Le Pen. Madame Le Pen, c'est un choix géopolitique extrêmement précis et extrêmement dangereux. Et un choix démocratique qui est assez inquiétant. Il y a encore des enquêtes qui montrent que si l'antisémitisme a beaucoup progressé à la gauche de la gauche, il reste assez fort à la droite de la droite. Donc on est vraiment dans un système où il faut
comme disait Léon Blum d'ailleurs, choisir d'abord son adversaire. Léon Blum faisait cette distinction entre les socialistes qui doivent soit faire la révolution, soit exercer le pouvoir, soit occuper le pouvoir pour éviter que des gens pires que ne l'occupent. Et ce choix, ils sont absolument incapables aujourd'hui de le faire. Et donc, on est dans cette situation terrible parce que moi, je suis extrêmement inquiet, comme vous le voyez à mon ton. Je pense que la présidence de droit commun, si je puis dire, en termes d'hypothèse de probabilité, c'est l'arrivée de la candidate ou du candidat, si elle était déclarée inéligible, du Rassemblement national. Je crois que c'est une perspective qui est extrêmement forte et je pense que le fait que les socialistes soient aux abonnés absents conduit à renforcer cette affaire. Et à l'inverse, si on essaie, Dieu sait que j'ai beaucoup d'amitié pour Bernard Cazeneuve, que je trouve formidable, et je souscris à ce qu'a dit Lionel sur ses capacités d'imitateur dont j'ai pu bénéficier dans des discussions personnelles avec lui. Il est vraiment excellent. Enfin, il n'y en a pas un parmi les imitateurs professionnels qui soit à sa hauteur. Mais ce que je constate, c'est qu'ils sont... à partir du moment où on choisit d'avoir un candidat de gauche qui soit, alors Nini, alors vous avez dit non, Martin aussi, moi j'aime beaucoup Philippe Martin, c'était mon élève à Sciences Po, etc. Il est très brillant, mais je finis. Il dit ni LFI ni le ninisme montre bien l'incertitude. Mais si on a un candidat de centre gauche, on aura forcément un candidat de centre droit, et là on trace un boulevard à Jean-Marie Le Pen. Donc je crois que là les socialistes sont en face d'un choix extrêmement important pour nous tous, et je ne suis pas sûr qu'ils veuillent ou qu'ils soient en mesure de l'assumer. Lionel Zinsou. Alors, toute petite pointe d'optimisme sur ce que le Parti socialiste de temps en temps est capable de faire. Il a quand même réussi à se dégager de toutes les traditions de la SFIO, de se reconstruire lui-même au Congrès d'Épinay en 1971, mais surtout, il a réussi à faire une union avec le Parti communiste, qui était exactement dans la même position normalement, d'incohérence idéologique et pratiquement, empiriquement, de très 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 grandes différences, à un moment où le communisme pouvait être une menace d'une certaine manière pour la France. Moi, je suis assez âgé pour me rappeler de l'élection de 1981. Les chars russes sont à Brest-Litovsk et ils vont se retrouver à Brest, dans le Finistère, si vous votez pour François Mitterrand. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le Parti socialiste a réduit à rien, ou quelque chose de sympathique d'ailleurs, mais enfin quand même anecdotique. Et donc, au fond, ils l'ont fait 2 fois. Ils se sont extraits de la SFIO, et qui étaient des bagages un peu lourds, et il s'est imposé par rapport... Alors, M. Mélenchon, par rapport à M. Marchais, si vous voulez, peut-être c'est accessible. Oui, mais nous ne pouvons pas remonter au déluge, puisque nous allons passer à l'Ukraine. Après des mois de refus, le 17 novembre, les États-Unis ont donné aux Ukrainiens le feu vert pour frapper la Russie en profondeur avec leurs missiles balistiques sol-sol d'une portée allant jusqu'à 300 km. Washington a justifié cette autorisation par le récent déploiement de soldats nord-coréens dans la région frontalière russe de Koursk. Alors que le conflit passait le cap des 1000 jours, Kiev a frappé un poste de commandement russe. En réponse, le président russe a annoncé l'adoption d'une nouvelle doctrine nucléaire qui élargit la possibilité d'un recours à l'arme atomique en cas d'attaque massive par un pays non nucléaire, mais soutenu par une puissance nucléaire. Référence claire à l'Ukraine et aux États-Unis, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont dénoncé une rhétorique irresponsable de la part de la Russie. La Russie, qui pousse son avantage sur la ligne de front en s'emparant de territoires dans l'est du pays avec une rapidité inédite. Les États-Unis ont annoncé le 20 novembre, donc pour aider l'Ukraine à freiner l'avancée des Russes, ils allaient fournir à Kiev des mines antipersonnelles non persistantes, c'est-à-dire équipées d'un dispositif d'autodestruction ou d'autodésactivation.
mesure dénoncée non seulement par la Russie, mais jugée désastreuse par la campagne internationale pour interdire les mines, organisation qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1997. L'Ukraine est aujourd'hui le pays le plus miné au monde, avec 23% de son territoire pollué par des mines terrestres et des munitions non explosées, indiqué dans un rapport en octobre, le programme des Nations Unies pour le développement. Le 21 novembre, Vladimir Poutine a déclaré que Moscou avait lancé un nouveau missile balistique de portée intermédiaire sur l'Ukraine en réponse à l'utilisation récente par ce pays d'armes américaines et britanniques pour frapper davantage en profondeur. Il a précisé que l'engin était un nouveau type de missile balistique hypersonique, baptisé Orchnik, qui veut dire noisetier en russe, dans sa configuration dénucléarisée. Le tir a visé un site du complexe militaro-industriel ukrainien dans la ville de Dnipro. C'est une première dans l'histoire du nucléaire militaire. Il n'était pas chargé, d'où l'absence d'explosion au sol, mais avec un tel tir, les Russes ont franchi un pas dans l'escalade et face aux risques importants, face aux risques notamment de méprise, donc de riposte et d'escalade nucléaire, la Russie a indiqué avoir prévenu les États-Unis de son tir, annonce confirmée par Washington. Face aux nouvelles menaces du président russe qui prévient qu'il pourrait désormais les frapper directement, les Occidentaux hésitent vis-à-vis de l'Ukraine entre un soutien réitéré mais assorti de limites, des promesses verbales et de la prudence. Sur cette question, Nicolas Bavrez. Il ne fait pas de doute que la guerre d'Ukraine est dans un moment critique. On est après 1000 jours de combat. C'est un terrible conflit d'attrition. On estime qu'on a 700 000 morts et blessés du côté russe et plus de 500 000 du côté ukrainien. Et clairement, on est à un moment de bascule. Les Russes continuent à avancer difficilement au prix de pertes terribles. Les Ukrainiens connaissent une situation très difficile sur le plan militaire, mais aussi sur le plan de la population civile qui est frappée par les bombardements sur les villes et sur les infrastructures qui ont détruit 65% des capacités de production d'énergie. Et puis surtout, l'élection de Donald Trump change complètement la donne, puisque on sait qu'il s'est fait fort de terminer le conflit en 24 heures, qu'auprès de lui, beaucoup de gens sont très critiques sur le soutien à l'Ukraine, et donc que clairement, les États-Unis qui ont été le premier soutien financier, mais surtout le premier soutien en termes militaire de l'Ukraine, ont la clé de ce conflit entre les mains. Alors, que se passe-t-il ? Cette nouvelle donne produit à court terme une escalade impressionnante. Du côté russe, donc on a le déploiement de 12 000 soldats nord-coréens pour reprendre l'enclave de Koursk. Les Russes ont fait appel aussi à des mercenaires yéménites et à des mercenaires du Sri Lanka et pourraient peut-être aller jusqu'à 100 000 hommes qui viendraient de la Corée du Nord. L'autre signal d'escalade, c'est l'utilisation d'un IRBM, donc un missile balistique de moyenne portée, qui normalement emporte des charges nucléaires pour bombarder la ville de Dnipro. Et du côté ukrainien, l'escalade a pris la forme de la possibilité d'utiliser les missiles à moyenne portée livrés par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France pour frapper le territoire russe, des cibles uniquement militaires, mais en territoire russe, pour permettre de limiter la pression sur le Donbass et sur l'enclave de Koursk. En fait, sous cette escalade, on a deux adversaires qui sont épuisés. Même si les Russes progressent, en réalité, ils progressent lentement et les pertes sont absolument terribles. C'est plus de 1000 hommes par jour. Et du côté ukrainien, effectivement, c'est les mêmes personnes qui se battent pour l'essentiel depuis ces 1000 jours. Et l'Ukraine est exsangue démographiquement et dans une position militaire très, très compliquée. Côté russe, néanmoins, même s'il y a cette profondeur stratégique, il y a 145 millions d'habitants, mais on voit que la Russie a de plus en plus de mal. Elle n'arrive pas à mobiliser. C'est pour ça qu'elle fait appel à des mercenaires étrangers. Et son économie de guerre a donné une espèce de sursaut
et de supplément de croissance. Mais en fait, la Russie est dans une position économique très compliquée. L'inflation explose et elle a encore des réserves pour à peu près un an ou un an et demi de guerre. Cette guerre qui représente, enfin, le budget les dépenses militaires, c'est maintenant 6% du PIB et 40% du budget de l'État. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On est dans une situation donc très dangereuse où chaque parti essaye de se mettre en position de force pour des négociations. Qu'on a bien compris maintenant, on va rentrer dans un moment diplomatique. Et ça pose des questions évidemment aux deux adversaires, mais ça pose aussi des questions directes pour les Européens. Pourquoi ? Parce que si on sait qu'on n'aura pas de paix, mais plutôt un cessez-le-feu, donc quelles sont les grandes lignes de la négociation ? C'est la cessation des combats, la définition de la ligne de démarcation, avec une zone démilitarisée de part et d'autre, des forces militaires pour surveiller tout ça, échange de prisonniers et retour des personnes qui ont été déplacées à l'occasion de ce conflit. Et là où on va avoir une question critique, c'est qui va garantir tout ça ? Puisque les Ukrainiens, théoriquement, je rappelle que le protocole de Budapest avait échangé la dénucléarisation de l'Ukraine contre la garantie de sa souveraineté et de ses frontières, et on sait ce qu'il en est advenu. Les États-Unis de Donald Trump ont déjà fait savoir qu'il n'y aurait pas de troupes américaines. Donc la question qui va se poser, c'est est-ce que le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, éventuellement la Pologne, l'Italie, l'Espagne, déploient des hommes en Ukraine sur cette ligne de cessez-le-feu pour en assurer la continuité. Et derrière ces troupes, est-ce qu'il y aura un dispositif de dissuasion tel que ça ne permette pas à la Russie de repasser à l'attaque. Donc, ces questions vont arriver extrêmement vite, et c'est une des raisons pour lesquelles le spectacle de la crise politique qui frappe notre pays, et le fait que l'Allemagne soit elle-même maintenant en crise économique et politique, est extrêmement inquiétante, parce que les États-Unis, clairement, ne feront pas en Ukraine ce qu'ils continuent à faire en Corée depuis 1954. Lionel Zinsou. Oui, alors moi je pense que maintenant il faut s'habituer à la situation qui va peut-être dans les 3 mois s'installer, qui est celle de la paix en Ukraine et de ses conséquences. Donc, merci à Nicolas d'avoir montré combien la situation était grave, préoccupante, combien elle posait de questions à l'Union européenne. Tout ça est absolument vrai. Mais enfin, regardons en face la paix en Ukraine. Parce que manifestement, enfin, en tout cas, tous les marchés, tout le monde estime que l'année 2025 sera, après 3 ans de guerre, la fin de la guerre en Europe. Bon, alors, si c'est le cas, il faut quand même regarder ça, puisque c'est considéré par beaucoup comme la situation vraisemblable. 1. Le PIB, le produit intérieur brut de l'Ukraine, c'est 200 milliards de dollars. On n'est pas, c'est pas la Pologne qui est 800 milliards de dollars. C'est une économie qui est relativement petite. C'est la moitié de la richesse du Nigeria chaque année. C'est beaucoup moins que l'Égypte, que l'Afrique du Sud. C'est à peu près la même chose que l'Algérie. Ça veut dire que la reconstruction de l'Ukraine est extraordinairement simple. C'est-à-dire qu'on a apporté d'après le Fonds monétaire international, 122 milliards de dollars d'aide sous toutes les formes, notamment militaires, en Ukraine. Et la reconstruction de l'Ukraine, c'est une paille, c'est-à-dire 100 milliards d'euros. Bon, le PIB, la richesse de l'Union européenne pour faire face à ça, c'est quand même 20 000 milliards. Donc l'Ukraine va être reconstruite à neuf. Nicolas, la capacité de l'Ukraine à se défendre, elle n'est pas faite que de livraison d'armes, ça c'était l'immédiat de l'Union européenne et surtout des États-Unis. Il est évident que la capacité scientifique de ce pays, le fait qu'ils ont des positions importantes en nucléaire civil,
leur donne la possibilité, y compris, de redevenir une puissance nucléaire. C'est parfaitement possible, sauf si la Russie décide d'en faire un prétexte pour une deuxième guerre en Ukraine. Hein. Mais on n'est pas devant un pays démuni. Et puis, il y a une autre chose qui est assez importante pour le reste du monde, parce que la guerre est mondiale, certes à cause de la Corée du Nord ou de l'Iran approvisionnant en hommes et en armes, mais enfin, c'est aussi de la famine, c'est aussi des problèmes d'inflation majeurs, c'est aussi, dans beaucoup de pays, des problèmes énergétiques très complexes, etc. Ça a complètement désorganisé le système d'approvisionnement du monde en céréales, qui est absolument fondamental, etc. Ça sera la fin de cette situation. Pour beaucoup de pays, et c'était évidemment des déterminants pour l'Inde, pour l'Afrique, pour l'Amérique latine, pour Lula, etc., le fait que la guerre va s'arrêter dans les mois qui viennent, ça veut dire un soulagement très important. Alors, est-ce que ce soulagement est un peu comme Munich en 1938 ? Au fond, on cède dans les Sudètes, dans cette province de la Bohème, de l'ancienne Tchécoslovaquie, à Hitler. Mais pas du tout. Ça n'a rien à voir. On n'avait pas de problématique de reconstruire les Sudètes. On va reconstruire l'Ukraine. Moi, j'ai beaucoup de respect pour l'Ukraine. J'ai un tout petit peu pour une société française à laquelle je travaillais, qui était Danone, installée de l'activité en Ukraine. C'est un pays tout à fait capable d'être un pays tout à fait, au fond, dans ce que l'Union européenne sait faire de mieux, c'est-à-dire amener des pays comme l'Irlande du fond de la liste des pays les plus pauvres de l'Europe à un niveau de premier ou de deuxième en Europe. Ou la Grèce, qui, au fond, et ça a été évoqué tout à l'heure, qui maintenant s'endette un peu moins cher que la France. Donc, on va faire quelque chose qui ne ressemble en rien à ce qui s'est passé en 1938. On peut faire une démonstration d'efficacité de l'Union européenne pour pas très cher par rapport à la richesse européenne et en s'appuyant sur des capacités de résilience. Vous savez de combien a baissé en 3 ans le PIB de l'Ukraine ? De 10%. C'est quand même pas beaucoup. Si vous voulez, la résilience morale de la population, sa force, même si elle est un peu épuisée aujourd'hui, elle a exactement son pendant en matière économique. Jean-Luc Bourlange. Oui, quand j'entends Lionel, je suis absolument émerveillé parce que Lionel nous dit il y aura la paix. Bah oui, effectivement, si la guerre avait cessé, si la guerre cesse, le problème de la paix sera résolu. Je pense, et vice-versa. Je pense. Or, je ne suis pas du tout sûr que nous soyons d'accord les uns et les autres sur. Nous ne soyons ni sûrs que la paix s'installe, ni surtout d'accord sur les formes que pourrait revêtir cette paix. Alors, une première observation sur ce qui se passe en termes d'escalade. Le président de la République aime bien les néologismes compliqués. On avait eu l'itinérance mémorielle, là on a le mouvement escalatoire, il parle d'escalade. Moi je crois qu'il faut quand même mettre ça en vraie perspective. Il n'y a pas d'escalade nucléaire de la part du président Poutine, il y a un brouillard nucléaire qu'il développe éternellement depuis 2022, sans aucune... pour faire peur à tout le monde, et qui est compensé par un comportement pratique extrêmement prudent, notamment effectivement parce que ses alliés, d'abord les alliés chinois, ne veulent pas en entendre parler. Mais en revanche, il y a une escalade certaine dans le degré de la violence. Et là, on voit bien comment les Russes ont réglé un certain nombre de problèmes, que ce soit en Syrie, que ce soit en Tchétchénie, la destruction, que ce soit dans le Donbass d'ailleurs, la destruction complète, la violence, la guerre absolue, c'est une tentation, et c'est une tentation très grave qui frappe effectivement les Ukrainiens qui sont eux-mêmes véritablement dans une situation de grand épuisement physique et nerveux. Comment faut-il réagir à cela ? Moi, je crois qu'il faut effectivement surtout réagir, que ce que nous faisons, on en fait trop peu et trop tard. On a toujours considéré que nous avions une obligation de moyens vis-à-vis des Ukrainiens.
alors que nous avions une obligation de résultat. Le résultat, c'était pas la défaite de la Russie, c'était la protection du territoire ukrainien et l'incapacité pour les Russes de progresser, y compris en autorisant les Ukrainiens à frapper sur le territoire russe dès lors que c'est de là que partaient les opérations aériennes ou terrestres qui atteignaient le territoire ukrainien. Je crois que nous n'avons aucune raison de ne pas relever le gant. L'Ukraine est fatiguée, l'Ukraine doit mobiliser davantage, il faudrait qu'elle ait un taux de mobilisation effectivement comparable, comme disait le général Yakovlev, comparable à ce qu'était le taux de mobilisation des Français en 1914. Ça n'est pas le cas actuellement. Il faudrait qu'on ait des munitions et des armes qui soient beaucoup plus nombreuses. Et je crois que là, il y a vraiment un effort à accomplir par les Américains et par les Européens qui constituent un impératif. Mais au-delà de ça, la question posée par Lionel, c'est celle de la paix. Quelle paix ? Quelle paix ? Moi, je ne crois pas, c'est là où je suis inquiet, je ne crois pas qu'il y ait un accord potentiel entre les arrière-pensées de M. Poutine et ce que nous considérons être nos lignes rouges ou nos valeurs. Je pense que Poutine est très très peu soucieux de gains territoriaux. Bien entendu, il veut garder la Crimée, ça on le comprend, et je crois qu'il y a un consensus implicite, inavoué, mais réel, de dire si le prix à payer, c'est de laisser la Crimée, Sébastopol, etc., à la Russie, on sait très bien que c'est par des moyens assez artificiels que la Crimée avait été rattachée à l'Ukraine. Je pense qu'il y aura un accord là. Sur le Donbass, moi, j'ai eu des confidences de gens qui ont accompagné le président Hollande quand il discutait avant l'invasion, quand il discutait avec Poutine du Donbass, au moment, dans la suite de la formation Normandie, etc. Et Poutine avait dit, avec cette sobriété de vocabulaire que nous lui connaissons, le Donbass, c'est de la merde. Donc, il s'en fiche. Son problème, c'est de transformer l'Ukraine en Biélorussie, c'est-à-dire de la contrôler géopolitiquement, de la contrôler démocratiquement, d'empêcher son rattachement à l'OTAN. Alors sur ce point, il peut dormir sur ses deux oreilles parce que les États-Unis ne veulent pas entendre parler de l'Ukraine dans l'OTAN, et de la couper de l'Union européenne. Et là, nous sommes quand même en face d'une offensive caractérisée de Poutine avec beaucoup de succès. Autant militairement, ils ont été très très médiocres depuis 2 ans, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne soient pas dangereux. J'ai toujours trouvé que l'idée qu'il ne fallait pas humilier la Russie était très condescendant. Parce qu'en réalité, la Russie commence mal les guerres, mais elle les finit en force. Mais en revanche, Poutine est extrêmement habile à l'agite-propre et à la manipulation. Il a perturbé et profondément inversé le rapport de force en Géorgie. Il a menacé de très près la présidente moldave. Il vient de remporter un succès important en Roumanie. On verra s'il est confirmé, mais c'est quand même quelque chose qui a complètement décontenancé les démocraties occidentales. Il a poussé ses pions en Slovaquie. Il garde un contact privilégié avec M. Orban. On est, et je rappelle ce que je disais tout à l'heure, la situation de la France, qui est la situation de la France est incertaine. Nous ne savons pas aujourd'hui de quel côté sera la France dans 3 ans. C'est quand même un élément, c'est sans doute l'élément géopolitique le plus important de toutes les querelles qui nous agitent au plan national et au plan européen. Donc on est en face d'une situation très, très, très tendue et très grave, et il faut que nous nous mobilisions. Alors en face de ça, il y a quand même des forces il y a quelques éléments de satisfaction. D'abord, je pense que le chancelier Scholz, le 23 février, sera battu. Si on fait je pense que M. Merz a toute chance d'être le futur chancelier. Dans quelle coalition ?
probablement une grande coalition, mais ça sera une coalition, Scholz aura été battu, on espère que ce sera une coalition dont l'élément central serait M. Pistorius, avec lequel nous avons des relations beaucoup plus positives. On verra. On a d'autre part une mobilisation très forte de l'Europe du Nord, non seulement la Pologne, les États baltes, la Finlande, la Suède, des États civilisés, hein. La Suède, c'est quand même pas des va-t-en-guerre, neutralité de 2 siècles, etc., et qui sont très, très actifs. Et on a enfin, et je crois que c'est un élément important, on a, à mon avis, c'est toujours intéressant pour un Français de dire de bien d'un Néerlandais, on a un excellent secrétaire général de l'OTAN. Je crois que Mark Rutte est un personnage réfléchi, responsable, très, très déterminé à faire pièce à M. Poutine et en bonne relation avec les États-Unis. Les Américains ne pourront pas faire un procès contre M. Rutte et je crois qu'il est décidé à ce que l'OTAN joue un rôle important au cas où M. Poutine pousserait les feux au-delà du raisonnable. Nicolas Bavrez. Quelques remarques brèves. On a beaucoup utilisé le mot de paix et je ne crois pas du tout que 2025 sera l'année de la paix. Dans le meilleur des cas, on aura un cessez-le-feu, ce qui est très différent. La deuxième chose, c'est que la reconstruction de l'Ukraine, c'est pas 100 milliards d'euros. C'est tout ce qui a été fait comme évaluation, c'est autour de 500 milliards. Et donc, c'est 2 ans et demi de PIB. Oui, parce que ce qu'on voit sur les destructions des infrastructures essentielles des villes, etc. Non, moins 10% de PIB. La troisième chose, c'est puissant, hein, l'Ukraine. La troisième chose, c'est que il ne faut pas oublier le surplomb Trump. Donc, les Européens vont vraiment devoir répondre à 3 questions très claires et compliquées. L'OTAN, donc adhésion de l'Ukraine à l'OTAN exclue, mais la question de l'intégration rapide et de la candidature ukrainienne dans l'Union européenne. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait pour garantir cette ligne de cessez-le-feu et déploiement de soldats européens sur cette ligne de front. Et troisièmement, surtout, le grand risque, je pense, c'est le lâche soulagement des Européens. C'est-à-dire que si la guerre s'arrête, il y a un énorme risque que tout effort de réarmement soit abandonné, alors que la Russie va continuer à être une menace existentielle pour les démocraties et la liberté en Europe. Et donc, ces 3 questions vont être vraiment très importantes. Et je crois que le réarmement européen devra être absolument poursuivi parce que ce sera le meilleur signal à envoyer à Vladimir Poutine sur le fait que désormais, il ne peut réattaquer un pays européen. Lionel, avec une brièveté, dit fera rougir Jean-Louis. L'Ukraine est un pays beaucoup plus puissant que la façon dont il est décrit. On ne rebâtit pas un pays en dépensant 3 fois 3 années de PIB, ça n'est pas vrai. Et par conséquent, la situation de cessez-le-feu permet la reconstruction. Je suis bien d'accord sur le fait que ce n'est pas forcément une paix éternelle. Je pense, regardez ce qui vient de se passer au Liban, un simple cessez-le-feu, les populations qui reviennent vers leur région, vers leur maison, vers les proches, le cessez-le-feu, ça permet de reconstruire une Ukraine qui est une grande puissance, en fait. Et moi, je pense qu'il faut prendre cela en compte. Et puis sur 2025, année de paix et de reconstruction, attendons 2025 et prenons les paris. Jean-Louis Bourlanges. Oui, juste un mot. C'est vrai, j'ai expliqué la différence fondamentale d'approche entre Poutine et nous. Poutine ne peut pas se satisfaire d'un cessez-le-feu, sauf à titre provisoire. Je comprends très bien que dans son calcul stratégique, il puisse souhaiter une pause. Mais le problème, c'est que ce que veut Poutine, il n'est pas exclu que ce ne soit pas accepté par Trump. Donc, et c'est là où les Européens sont directement concernés. Notamment, Trump s'opposera à ce que l'OTAN soit une force de garantie, et l'un des éléments essentiels de Poutine sera de mettre l'Ukraine dans une situation géopolitique de non-sécurité. Ça me paraît important. Et la sécurité, à ce moment-là, ce sera nous. Quand on parle de troupes au sol, il ne faut pas
tout confondre. On ne va pas envoyer des troupes maintenant, il y a des instructeurs, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de savoir si nous envoyons des forces polonaises, anglaises, françaises, allemandes, italiennes, comme force de préservation du statu quo après le cessez-le-feu ou pas. Et là, c'est pour ça, là, le problème français risque de se poser fortement. Il y a les deux variables essentielles pour l'avenir de l'Ukraine aujourd'hui, c'est ce que fera Trump et ce que feront les Français. Je vous remercie. Nous sommes arrivés à notre dernière séquence, celle des brèves, que je vais introduire en recommandant le film de Michel Hazanavicius d'après un conte de Jean-Claude Grimbert, La plus précieuse des marchandises. C'est un dessin animé, comme dans d'autres films de Michel Hazanavicius, la parole est réduite au minimum nécessaire. Dans un cas d'ailleurs, il n'y avait pas de minimum du tout et pas de parole non plus. Mais il me semble qu'à un moment de torréfaction dans le monde en général et dans les sociétés occidentales aussi, de torréfaction de la haine sociale, j'allais dire de la haine civique et sociale, ce conte-là, même s'il fait en filigrane référence à une période précise de l'histoire de la haine, ce conte-là est un précieux moment et quelque chose qui doit être reconnu et diffusé. Lionel Zinsou. Moi, je recommanderais volontiers une lecture spirituelle et érotique en même temps, le livre de Louis Pernaut, qui est un grand ministre du culte protestant. Pas celui de la guerre des boutons. Non. Protestant, érotique, tout ça est prometteur. Voilà, le Cantique des Cantiques, chant d'amour, icône de l'Évangile, petit livre qui, verset par verset, commente et éclaire à la fois ce texte qui est un texte de l'hymne à un chant d'amour, un hymne à l'amour, entre un homme et une femme, mais aussi entre l'époux et le Christ et et l'humanité. Et bien que ça ne ressemble pas beaucoup à un texte biblique, c'est considéré notamment par nos amis juifs comme peut-être le plus fort et le plus émouvant et un des textes les plus fondamentaux du système du canon biblique. Et je trouve que ça convient très bien à la période de Noël, dont on souhaite probablement à la fois très spirituelle et un peu érotique. Et tant de gens ont choisi ces textes pour leur mariage. C'était mon cas. Voilà. Migrassum sed formosa. Aux éditions du Cerf. Nicolas Bavrez. Je voulais recommander la lecture d'un livre qui vient de sortir d'Albert Camus, Actuel 4, qui a été constitué, présenté par Catherine Camus et Vincent Duclerc. Quand Camus est mort le 4 janvier 1960, on a retrouvé donc près de la voiture dans laquelle il s'est tué la sacoche noire dans laquelle il y avait le manuscrit du premier homme qui était très avancé et donc qui a été publié en 1994. Il y avait sur sa table de travail à Lourmarin 2 feuillets dans une chemise avec les textes qu'il souhaitait intégrer dans un projet Actuel 4 qui était ses écrits politiques. Et ce projet a été mis en forme par Francine Camus et René Char, et pour des raisons de polémique de l'époque, notamment avec les Sartriens, ce projet a été constitué mais n'a jamais vu le jour, et donc il a été arrêté en 1961. Il a été repris et il est très intéressant. C'est vrai qu'on retrouve les textes de Camus avec toute sa puissance, sa sincérité, et donc on a des textes à la fois sur la liberté portant sur l'Espagne et puis sur les crises de ce qui était à l'époque l'Europe de l'Est, Berlin, Pologne, Hongrie. On a des textes sur la résistance, on a ces éditoriaux de l'Express, on a évidemment le discours de Suède du prix Nobel, mais aussi, ce qui est très émouvant, le compte-rendu qui a été fait par le professeur Meyer du dernier entretien qu'il a eu avec les étudiants de l'université d'Aix le 14 décembre 1959. Et c'est vraiment, ce livre est vraiment une réussite.
Jean-Louis Bourlanges. Il y a en plus un professeur Meyer, c'est difficile quand même. Tous les meilleurs sont professeurs et tous les professeurs sont meilleurs. Écoutez, je voudrais, j'avais plusieurs idées, mais je voudrais attirer l'attention de nos amis, de nos auditeurs, sur le fait que le 10 novembre 24 sur Arte a été présenté un ballet qui depuis est disponible en replay, qui est Wartime Elegy, qui est un ballet qui a été, dont le réalisateur est Bertrand Normand, et qui est un ballet de l'opéra de Kiev, qui a été réalisé dans des conditions tout à fait passionnantes. Alors, je crois qu'il faut effectivement, il y a deux choses que je vais simplement relever. C'est d'abord que le chorégraphe Alexei Ratmansky est russe. C'est un homme qui a eu des responsabilités importantes au Bolchoï, qui est marié à une Ukrainienne, qui a quitté la Russie à ce moment-là, qui vit, je crois, aux Pays-Bas, mais qui a été le grand chorégraphe de cette affaire. Et ça montre quand même quelque chose de très profond dans cette guerre, c'est que derrière toutes les rodomontades de Monsieur Poutine et de ses adulateurs, il y a le maintien d'une très grande réserve, d'une bonne partie des Russes, qui ont beaucoup de liens avec les Ukrainiens. Et la deuxième chose, c'est les conditions dans lesquelles cet opéra a été réalisé, sous les bombes en réalité. Alors avec chaque fois, par exemple, chaque fois qu'il y avait une alerte, quand ils étaient entre les répétitions, ils se mettaient aux abris. Quand ils étaient en cours de répétition, ils préféraient courir le risque de continuer parce qu'on ne rompt pas une répétition, parce qu'on ne retrouve pas absolument le moment. Et ils ont pris ce risque. Et alors je crois que c'est quand même un témoignage tout à fait intéressant de la capacité d'un pays comme l'Ukraine à voir ses élites culturelles continuer à faire leur travail dans des conditions très difficiles, mais avec le souci de représenter ce qu'il y a de meilleur dans leur pays. Je vous remercie. Je remercie Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui va en assurer le compendium, Nicolas Tourneau qui veille au site et Olivier Magloire qui veille aux plateformes de financement. C'est Adrien Beccaria qui, pour le studio L'Arrière-Boutique, a enregistré cette conversation et c'est Nouvelles Écoutes et Julien Neuville qui produit ce podcast. Je vous donne rendez-vous mercredi pour la première des émissions sur Notre-Dame avec Marie-Vonne de Saint-Pulgent. N'oubliez pas de nous soutenir et rendez-vous donc également dimanche prochain pour un Nouvel Esprit Public.